avec ça. J'ai oublié que j'ai un truc à commit avant. D'accord ? En fait, j'ai oublié que j'ai un truc à commit avant, sinon moi je peux pas le présenter. Si le live est branché, ouais. Là, je peux laisser ça direct. D'accord. Je pensais qu'en fait, je m'étais pas parce que je pensais qu'il fallait allumer, c'est tout. Ouais, il est collé là. C'est pas grave, je l'ai perdu, mais ça me va. Ouais. Bon, ça. C'est bon.
Ouais, normalement, c'est pour ça que je ne montais pas. Là, tu vois. Ah, ça m'a fait peur. Ouais. Ça n'a pas changé la résolution, c'est ça? Ouais, désolé, ça marche juste plus. Ça me casse un peu. On va comprendre qu'il y a un truc, c'est pas tout branché. Je présente le meetup, mais sur ton ordi. En fait, après, ah, c'est sur l'ordi. Ouais, peux-tu prendre la sortie vidéo et commencer? Tu veux que je fasse du coup la première place? Ouais, mais j'introduis d'abord. Et en fait, Ouais, il faut faire que je te donne une URL d'abord. Pas sûr d'avoir compris ce que tu racontes. Ça marche. C'est bien, si tu ouvres un navigateur que je te donne 2 URL, je suis super content. Voilà. Ok. Le navigateur s'ouvre. Attention, moi je branche ton ordi et les streamer sur YouTube. Ok, très bien. J'ai tout fermé. Je préfère te prévenir. Voilà. C'est cool. Oui, parce que toi, du coup, Non, parce qu'en fait, il fallait que je commit. Après, c'est toujours le petit jockey build, git add, git commit, git push. Voilà. C'est bon, ma place est prête. Ok. Cool. Alors, bah, du coup, je vais l'utiliser direct. On va balancer 12 URL. Donc ça, c'est facile. D'accord, une valeur de son c'est pas grave si on voit mettre du monde dans ton historique. Non, vous demandez ce que c'est. Non, ils vont pas se demander ce que c'est, justement. Ils vont se dire, c'est marque quand même. Écoute, j'ai le mail maîtredumonde@gmail.com. Un jour, j'ai reçu un mail, j'ai déjà appris après que c'était un pote à moi, qui venait de maîtredumonde@gmail.com et qui me fait ah. C'est tout. Voilà, c'était très intelligent. Voilà, c'est cool. Okay. J'ai joué les deux. Parfait. C'est bon? Ouais, c'est ça. Alors, non. C'est bon. Ok. Je pense qu'il faut que tu vraiment. Ah non, c'est la USB, il y a deux. Oui, c'est là, en fait, c'est des trucs en dedans pour pas le faire. Oui, je sais, mais du coup, le premier truc qui est sorti, c'était le couvert de carte de pile. Du coup, j'étais un peu ça. Alors, je t'ai mis en Top choix. Normalement, c'est trop. Ouais, cool. Donc finalement, c'est tout, Marc. On voit bien l'écran, tout ça, ouais. Bonsoir tout le monde. C'est Paris RB, tout ça, on vous aime. C'est écrit dessus et tout. Donc, écoutez, déjà, on va remercier nos sponsors. Scalingo et Doctolib qui nous sponsorisaient le mois dernier et qu'on avait rappelé sur les slides. Drivey qui nous accueille ce soir, bon, merci, nous vous featurons un petit peu juste après. Wired également. Hexagonal et Kickoff qui nous sponsorisent à l'année. Voilà, Kickoff, il y en a un, Hexagonal, il y a l'autre. Donc voilà, ce sont des hommes de l'ombre, on les remercie. Et si vous voulez nous sponsoriser aussi, il y a bien sûr, c'est avec plaisir. Alors, les talks ce soir, on va avoir 2 lightning. J'avais fait un talk beaucoup trop long la dernière fois qui était 10 ans de lecture dans le passé. Là, c'est 10 ans de lecture dans le futur, il est beaucoup plus court. Ensuite, on a Marc de Drivey qui va nous parler de la différence entre ToS et ToSTR, si vous avez pas lu son blog notamment. Ensuite, Michael va nous parler de MySQL. Et donc, Michael est également de Drivey. Et Thibaut va finir sur Elegant, donc des trucs dual et fonctionnels. Voilà. Et à la fin, c'est cool, on mange, on boit, on discute, etc. etc. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Paris RB? Si oui, levez la main. Cool. Alors, on a quelques nouveaux. Vous connaissez le topo. Si c'est pas la première fois que vous venez, il faut aller voir ces gens-là et leur dire bonjour. Parce que c'est toujours sympa de se sentir accueilli dans une communauté. Et puis à Paris RB, on est gentil. Voilà.
Donc, du coup, ce soir on a 4 speakers. Si vous vous sentez speaker dans l'âme, si vous avez un truc à nous raconter qui vous éclate, venez. Si vous avez un truc à vous raconter que vous détestez et qui vous a bien embêté et que vous avez tellement galéré, mais maintenant vous avez au moins une solution, venez aussi sur scène nous raconter, parce que vous n'êtes certainement pas le seul. Et si vous ne vous sentez pas speaker, je suis sûr que vous avez quand même eu des gros problèmes bien pourris qui vous ont embêté, des choses que vous ne saviez pas l'année dernière, qui vous auraient sauvé du public beaucoup comme exécutant si vous l'aviez appris à l'avance. Donc voilà, faites ça pour votre mois du passé, comme il y a des gens ici qui font des présentations aussi pour vous. Voilà. Soit ça, on va arrêter un peu pour le rugby. On peut remercier nos sponsors en les applaudissant bien fort. C'est la vie des meet-up et c'est ce qui nous permet de continuer à faire un événement. Alors, si c'est la première fois que vous venez, j'espère qu'il vous plaira et que vous reviendrez. Si vous revenez déjà, je pense que vous êtes convaincus, donc pas besoin de vous le dire. Je vous remets le line-up. Voir j'enchaîne sur mon talk. Et juste pour le fun, parce qu'on se la pète un peu, il y a 2 systèmes de streaming. C'est-à-dire que si vous aimez bien l'événement, s'il y a des gens qui veulent le suivre, qui sont à distance, il y a Big Marker avec Remote Meetup, donc on a depuis assez longtemps, qui a une qualité correcte, mais sans plus. Enfin, c'est mon Mac avec la webcam et le micro, donc voilà, j'espère que vous nous entendez, tout ça. Et il y a le nouveau setup vidéo streamé directement sur YouTube avec le trépied, la caméra, le montage directement de Loïc et Thibaut avec une super solution. Donc voilà. Donc s'il y a des gens qui me disent c'est cool, mais nous on est à Lyon, nous on est au Québec, et nous on est au Brésil, et nous on est ailleurs, ils peuvent suivre le meetup et enregistrer. Et si vous voulez venir faire votre premier talk à Paris Airbag, ça vous terrifie, en plus on puisse vous voir dans le monde entier. Je vous rassure, il y a effectivement des gens du Québec et tout ça, mais ils ne sont pas non plus 200 000. Cool. Let's go. Alors je vais changer juste de slide. Tac tac. Ouais, ça marche. Cool. Alors donc, du coup, ça c'est une reprise de mon talk de l'avant Roland. On va juste reprendre les 10 slides de best-of. Et il y a 2 nouvelles slides sur les principes totales. Donc le principe c'était, je suis sorti de l'école dans un monde avec des notaires qui n'avaient pas encore de smartphone, tout ça. Et j'ai appris plein de choses sur mon premier projet qui m'aident encore aujourd'hui. Voir des leçons que si j'avais été attentif, j'aurais compris dès mon tout premier stage. Et en fait, des fois, je les comprends genre hier. 10 ans après. Donc le principe, c'est que j'ai mis des slides qui sont en sombre, c'est vraiment les takeaways, les trucs intéressants de la présentation. Le reste, c'est un peu du filler pour mettre des blagues. Donc je les ai. Voilà. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais 5 armes secrètes, qui est une slide de 10 points de trucs à utiliser quand on est coincé. Ça, c'est vraiment top à lire. Je les ai imprimés, j'ai des sketchs ça à côté de mon bureau. La bonne manière de poser des questions, parce que si vous posez toujours des questions de travers, personne ne comprend, c'est pour lui. Si vous posez des bonnes questions, vous répondez mieux et vous apprenez plus vite. Donc ça, c'est top. Mais comme c'est écrit par Eric S. Raymond, s'il y a quelqu'un d'un peu plus sympa qui peut le réécrire de manière un peu plus sympa, n'hésitez pas, quoi. La stratégie de Letterfile de Joe Slowski, de manière générale, joelsoftware.com, vous prenez son desktop, vous lisez tout. Mais celle-là, moi, elle m'est vraiment restée. Richard Damien, c'est un universitaire qui dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut rechercher. Vous êtes un jeune universitaire, sur quoi il faut bosser. C'est vachement éclairant. En gros, faites ce qui est le plus difficile, parce que c'est le plus fun, parce que c'est le truc qui vous apprend à quelque chose. Et puis enfin, l'ultime leçon de Randy Pausch, réussir vos rêves en France. C'est un truc assez dingue. Bref, moi j'ai pleuré quand je l'ai regardé, mais ça me prendra une année de votre temps, pas de soucis, c'est quand même très cool. Bon. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'école? Qu'est-ce qu'on fait quand on commence un jeu vidéo? Ce que j'aime bien, c'est si je vois qu'il y a un bonus qui est multiplié d'XP par 10% de plus, 20% de plus, 30% de plus. Et c'est ce que je vais acheter comme bonus et c'est ce que je vais faire comme quête en premier. Parce que voilà, vous gagnez le XP plus vite, vous montrez en level plus vite et c'est cool. Et il y a des quêtes sur le bord des jeux, et c'est aussi ce qui fait que les jeux sont attachants, ce qui fait qu'ils sont marrants, ce qui fait qu'aussi vous avez un peu plus de bonus quand vous arrivez face au boss. Donc voilà, ça vaut le coup de les essayer. Je ne vais pas tout les faire, ni à faire que ça. Mais voilà.
Sans les anecdotes, c'est moins ouf. Mais dans l'idée, c'est que mon tout premier stage m'a appris ce que c'était que la valeur au travail en fait. Alors c'est facile quand on a appris à coder. On sort d'une école, on code et puis en fait tout le monde s'en tape. Parce que ce qu'il fallait faire dans le métier où vous êtes, c'est sortir le doigt Excel. Alors c'est frustrant parce que c'est pas du code, mais c'est ça qui fait de la valeur dans le métier déjà. Donc voilà, ça a été une première base que je me suis pris en sortant de l'école, c'est que tu sais coder, c'est bien, tu as eu un diplôme qui dit que tu sais coder, tu as été embauché pour coder, c'est cool, mais si tu veux livrer de la valeur, et si tu veux fournir du bonheur aux gens et même toi être heureux dans ton taf, la réponse est peut-être pas dans le code. Le deuxième truc, c'est qu'effectivement, pour avoir un peu de goût et d'esthétique dans le code, parce que est-ce que c'est plus propre ou plus sale, déjà c'est des mots assez tordus, est-ce que le code est propre ou sale, ça dépend toujours. J'ai fait un autre talk un peu dingo qui montrait comment un tout junior fait un truc. Le moyen trouve que c'est moche, l'expert trouve que c'est moche, et le maître trouve que la solution du débutant est juste géniale. Parce que voilà, quand on est très fort et quand on est débutant, c'est un peu la même chose. On revient un peu aux mêmes valeurs. Sauf que quand on est très fort, on sait pourquoi, et quand on est débutant, on ne sait pas. Donc il faut lire du code, il faut se confronter à la réalité, c'est cool. Et puis, bien entendu, c'est trouver une communauté, partager avec elle. Ça vous apportera beaucoup et c'est vraiment top. Voilà. Dans ce job-là, c'était un CRM dans une boîte de gestion de patrimoine, donc Champs-Élysées, les gens étaient tous en costard. Ils avaient un paquet de blé assez impressionnant. Ils m'ont appris à réfléchir un peu autour de l'argent, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Et autour des lois. Parce que les lois, il ne faut juste pas jouer, c'est pas très rigolo. Et dans les lois, dès ce moment-là, en 2006, il y avait déjà beaucoup de choses sur la sécurité des gens et la vie privée. Juste pour info, parce que c'est fun, le 25 mai 2018, si vous faites n'importe quoi avec les données personnelles qu'on peut fier à votre boîte, l'amende c'est potentiellement 4% du chiffre d'affaires annuel de toute la boîte. C'est-à-dire que là, si dans la vie vous faites une bêtise avec tous les dans la vie, je ne sais pas combien de pays, 5 pays multimarques, voilà. Donc vous vous dites, tiens, c'est marrant, il y a un petit stagiaire, il a fait une petite bêtise avec les données personnelles des gens pour un projet de com qu'on va lancer juste à Barcelone. Potentiellement, c'est pas calculé sur le BNF, c'est pas calculé sur Barcelone, c'est pas calculé sur l'Espagne, c'est calculé sur tout le CA annuel de Darwin, pour 4% d'amende, c'est fait. C'est bien entendu la peine maximale. On n'en arrivera pas là, vous êtes prévenu avant, ça devrait bien se passer. Et puis dès mon premier stage, j'ai eu un petit souci de santé très con. J'avais une mauvaise posture et je me suis retrouvé avec un gros torticolis. Et puis voilà, ça m'a aussi appris avec les gens autour de moi qui étaient très sympas qu'il fallait faire gaffe à sa santé, s'occuper un peu des uns des autres. Voilà. J'ai dû rater mon slide best-of. C'est que la sécurité des données, la sécurité des personnes, c'est aussi de la santé et c'est aussi faire attention aux gens. Donc quand vous êtes développeur pour faire de la sécurité informatique, documentez-vous, lisez un peu, faites gaffe, trouvez comment marchent les process normaux et maîtrisez-les. Par exemple, si j'utilise Drivey, Marc il va bien m'aimer, si j'utilise Drivey comme un fou, Michael il va bien m'aimer, et si j'utilise Drivey pour faire 67 locations par jour, il y a peut-être quelqu'un qui va se douter qu'il y a un souci. Donc voilà. Et pour les autres, en fait, l'info qui peut fuiter, et quelqu'un qui pourrait prendre votre identité, c'est un peu dommage. Par exemple, je vais me reconnecter sur un site auquel j'ai déjà été, et ça arrive dans mon école, voilà, on est sur le réseau d'Epita, on va sur le webmail de Free, et en fait, les cookies sont un peu mal branlés, on est identifié par l'IP, donc en fait, on est automatiquement logué avec le compte de la dernière personne qui a utilisé son webmail Free. Quand c'est le directeur de l'école et qu'on voit des commandes sur des sites internet amusants, ça peut être rigolo. Donc finalement, fuiter de l'info ou mal gérer la sécurité informatique, ça peut avoir des répercussions directes, très efficaces, voire dangereuses sur les gens. Et pour certains, dans des cas très, très précis, mais pas drôle non plus, voilà, ça peut être là-dedans. Alors c'est vrai que souvent on se dit oui, voilà, c'est cool. Nous, on ne fait pas des ponts, on ne fait pas d'intervention neurochirurgicale, donc on s'en fout. J'ai un bug dans mon code, mais il n'y a pas de mort, quoi. Si vous avez une nana qui est poursuivie par un ex complètement psychopathe parce qu'elle l'a plaqué avant-hier et que le mec il est complètement dingo et que soudainement, à cause de votre appli, il peut savoir où elle est, à quelle heure, ça peut très 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 mal se passer. Donc la sécu, faire gaffe, tout ça, c'est quand même vachement. Les trucs que j'ai rajoutés, parce qu'on en a parlé sur Slack, c'est beaucoup plus trivial, c'est beaucoup plus con.
Il y a quelqu'un qui a... J'ai fait un CRM, hein, donc on a juste parlé des noms et des prénoms. Donc l'avantage, quand je vois Marc, encore même pas, quand je vois Loïc Butet, je peux séparer son nom en deux avec l'espace au milieu. J'ai Loïc, c'est son prénom, j'ai Butet, c'est son nom de famille. Et c'est très cool. Et comme Marc il se présente toujours comme étant Marc G. Gauthier, et ben là j'ai déjà perdu parce que je ne sais pas si son prénom c'est Marc G ou son nom de famille c'est G. Gauthier. Donc c'est un peu pourri. Et pour les gens qui ont des particules, pour les gens de culture hispanisante, souvent on met le nom de famille du papa puis le nom de famille de maman. Pour les gens qui divorcent, pour les gens qui ont des cultures qui ne sont pas occidentales, les japonais qui mettent leur nom de famille en premier, le prénom après, des trucs comme ça. Ou juste pas d'espace entre les caractères, donc là vous êtes un petit peu coincé. Donc nom et prénom, ça a l'air facile, tout le monde sait ce que c'est, mais en fait pas du tout. Et puis aussi dans un champ, voilà, on a un client chez nous, c'est peut-être pas toujours une seule personne. Alors il se trouve que moi, le projet qui m'a pris le plus de temps récemment, c'est sur la consommation électrique. Donc la consommation électrique, c'est facile, c'est quand on a des colocs déjà, c'est quoi le prénom? Alors déjà, c'est pas monsieur, c'est pas madame, c'est monsieur et monsieur. Les prénoms, c'est quoi? C'est voilà, alors, si on a des Beatles qui veulent habiter ensemble, on ne peut pas dire que son prénom c'est George Harrison et son nom de famille c'est Ringo Starr. On ne peut pas dire que leur prénom c'est George et Ringo et Harrison et Starr. Et on ne peut certainement pas faire le split qu'on a dit au départ avec son prénom c'est George et son nom de famille c'est Harrison et Ringo Starr. Ça juste ça marche pas. Donc quand je voulais faire des CRM et des trucs comme ça, je le dis extrêmement rarement, mais c'est peut-être une des seules fois où il faut faire confiance à l'utilisateur. D'une manière générale, on ne fait jamais confiance à l'utilisateur, jamais. Mais là, quand même. Là, le mec, il raconte, enfin, la personne, elle dit qui je suis, donc a priori, on va le croire. Et ça s'applique aussi sur le sexe et le genre. Et c'est très compliqué, donc tout est parti d'une discussion Slack où quelqu'un voulait dire monsieur, madame ou comment. Et on s'est dit, mais vous savez, il y a aussi des gens juste. La civilité, c'est pas le genre c'est pas le sexe. Il y a des gens juste qui sont trans ou autres qui préfèrent pas dire leur sexe. Et de toute façon, dans les 99% des applis qu'on croise, on n'en a pas besoin. Quoi. Enfin, juste, voilà, moi je vends de l'électricité, on roule une voiture, s'il y a dans votre pantalon, on n'en a absolument rien à cirer avec ça. Et si vous êtes contraint de connaître quelque chose lié au sexe ou au genre de personne, c'est probablement que vous êtes obligé par la loi. Auquel cas, vous ne demandez pas si c'est un monsieur ou une madame, vous dites c'est quoi le numéro sur ta carte, sur ta carte vitale, ou c'est quoi le truc qui est écrit sur ta carte d'identité, comme ça quand on va matcher avec notre système, on va prendre. Ça c'est non agressif. Et puis, si votre appli aussi c'est une appli de rencontre, forcément, c'est pas forcément le pareil, ce qu'il y a dans les pantalons, etc., que vous allez vouloir, et donc probablement pas un monsieur ou madame, mais plutôt je suis quoi, et on peut mettre une troisième option, ou une main, et je suis intéressé dans quoi. Donc ça, même dans tout ça, en fait, en général, on n'a pas besoin de savoir. Et quand la question c'est juste qu'est-ce que je dois écrire sur les enveloppes ou sur les emails, en fait, c'est là où on va mettre la civilité. Donc la civilité, on a à peu près tout le monde va penser à monsieur, madame, et parfois mademoiselle. Souvent, on va ignorer docteur ou professeur. Et moi, dans mon premier stage, en fait, j'avais des maîtres. J'avais aussi des monsieur le président. Alors, il faut savoir que monsieur le président, ça peut être du conseil, machin, ça peut être monsieur le ministre, etc. C'est le titre qui se garde à vie. Enfin, Giscard d'Estaing, on est toujours monsieur le président. Et puis SAS, ça veut dire son Altesse Sérénissime, parce qu'il y avait aussi dans mon CRM un héritier des Bourbons. Lui, c'était important pour lui qu'on lui parle comme ça. En tout cas, c'est important pour ma boîte qu'on lui parle comme ça. Parce que, voilà. J'ai pas fait de code qui remplaçait tout par salut citoyen, mais ça aurait été marrant. Et puis un autre truc un peu débile quand on se dit ça, c'est que souvent en fait il y a M en français, MR en anglais, et puis monsieur ou mister, et puis donc on se dit c'est facile, toutes les civilités comme ça, il y a une forme longue et une forme courte. La forme courte on la met en base de données avec une largeur de champ de 4 caractères, parce que prof c'est 4. Même maître ME c'est 2. Sauf qu'en fait, monsieur le président, juste ça ne s'abrège pas. Et donc voilà, maintenant vous allez appeler monsieur machin, vous allez appeler monsieur.espace-L. Ça la fout un peu mal. C'était un petit peu la petite blague. Bref, et avec toutes les autres anecdotes que j'ai rencontrées de l'autre fois, voilà, tout simplement, les mots, ça a du sens. Et essayer d'enlever les ambiguïtés dès que vous pouvez. Parce que les gens disent oui, bien sûr, on parle de ci, on parle de ça. C'est jamais évident. Donc faites confiance aux gens, vérifiez un peu ce qui se passe. Le reste, c'est lié aux autres anecdotes de temps. On est déjà à la fin, bien heureusement, donc on est un peu dans le mouvement craftsmanship, c'est un peu dur à dire.
craftsmanship. Quand vous travaillez, vous avez des outils, veillez à garder vos outils bien aiguisés. Mon grand-père aurait dit ça, c'est un peu con. Quand vous travaillez, analysez la manière dont vous travaillez, comme ça vous pourrez le faire plus vite, vous pourrez le faire mieux. Parce que si vous ne le dites pas vous, il y a certainement un collègue ou un chef qui va le dire à votre place, et peut-être d'une manière beaucoup moins drôle. Et puis, surtout dans le code, appliquez la règle de Boy Scout. Laissez jamais un endroit, laissez-le au moins plus propre, ou aussi propre que de la manière dont vous l'avez trouvé au début. C'est aussi le discours des secouristes. En ce moment, je me replonge un petit peu tout ça. Ma femme est secouriste Croix-Rouge. Donc, je me replonge un peu dans ces domaines, c'est vachement fun. Et c'est pareil, le secouriste, il va vous trouver, par exemple, en arrêt cardiaque, il ne peut pas vous sauver. On n'est pas sur l'urgence. Ma femme, c'est pas Georges Clooney, quoi. Et avec 2 doigts et une petite picouse, on va vous ressusciter, c'est pas facile. Mais la règle du secouriste, c'est au moins, jusqu'au moment où je le donne à des vrais professionnels de la santé, son état ne s'est pas empiré. C'est déjà ça. Et franchement, rien que d'imaginer ça sur le code, je suis sûr qu'il y a plein de gens dans la salle qui travaillent en équipe et qui se disent, ouais, franchement, si mon collègue, il aurait pu juste, mais pas tout casser partout, pas mettre d'ordures partout dans mon code, ça aurait été vraiment cool. Voilà. Donc ben voilà, le code c'est pour le business, gardez ça en tête, c'est aussi ce qui détaille votre salaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément d'éthique, ça ne veut pas dire qu'on est vendu. Il y a toujours des équilibres et des trade-offs à faire, des arbitrages entre le long terme et le court terme. Donc sachez-le, faites gaffe. Voilà. Je ne vous ai pas encore trop perdu, super silencieux. C'est peut-être parce que j'ai pas de micro. On va continuer, on va interdire le micro à Paris avec. Ouais. On a parlé aussi un petit peu sur Slack de Media Diet, donc comment on fait une veille techno. Thibaut avait fait un talk assez long sur comment il avait viré tous ses mails et comment il avait viré toutes ses notifs. J'ai juste l'approche inverse, c'est-à-dire que je les laisse, mais j'essaye de les exploiter et de les utiliser mieux. Le principe, c'est le SNR, le Signal Noise Ratio, c'est-à-dire le rapport entre signal et bruit. Si toute la journée vous n'entendez que du bruit, vous n'allez rien faire de bien. Si vous réussissez à sortir le signal, des trucs intéressants, là vous allez vraiment dépoter. Donc pourquoi ? Parce qu'il faut essayer d'avoir une expertise profonde dans un ou plusieurs domaines, mais il faut aussi connaître un peu de petits trucs sur beaucoup de domaines. C'est ce qu'on appelle un T-shaped, parce que très profond dans un domaine, typiquement le code, très large dans plein de domaines, loi, argent, bourse, éthique, peu importe, DevOps, etc. et tout, front, back, etc. Et en fonction de la manière dont vous avez le temps, en fait, quand je prenais beaucoup le métro, j'étais sur Twitter. Quand je prenais un peu la voiture, j'étais sur les podcasts. Quand on a le temps, quand on aime bien se concentrer sans bruit, machin, dans une bonne chaise longue avec un verre à côté. Chez soi, on met plutôt des livres. Et puis un peu n'importe quand, les blogs, c'est toujours cool. Et ça peut être à la fois en lecture. J'ai pas de problème de code, je tape sur Google et je sors des blogs. Et en écriture, tiens, j'ai appris un truc cool, je prends la peine de l'écrire dans un blog, même si potentiellement personne ne le lit. Parce que ça me force à mettre en forme le truc que j'ai appris, et c'est vraiment cool. En plus, si ça peut aider quelqu'un un jour, c'est cool. Donc c'est tout un truc, c'est assez compliqué. Effectivement, il y a toujours un truc nouveau, il y a toujours un truc qui brille, il y a toujours un ronron devant vous, il y a toujours des carottes. C'est super dangereux de faire que ça. Sinon, après, on se met à changer de framework JS toutes les 2 semaines. En fait, c'est ce qui se passe déjà, mais bon, bref. Mais du coup, voilà, essayez de trouver un régime. C'est pareil, hein, je vous dirai jamais de vous faire que des fruits, que de la viande, ou zéro viande, ou peu de sucre, ou zéro sucre. Je vous dirai juste d'avoir un truc équilibré et faire de l'exercice. Donc, dans un régime de news, c'est quoi ? Il faut avoir vos news de sources équilibrées, de plusieurs pays, de plusieurs genres, de plusieurs domaines, et pas en quantité incroyable. Et l'exercice, c'est quoi ? L'exercice son cerveau, de se dire, d'accord, c'est bien. Et à Marc, il a écrit ce truc-là, est-ce qu'il a raison ? Est-ce que ça m'aide ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que je peux le partager avec quelqu'un ? Ou parfois, dans certains postes, je ne saurais pas trouver d'exemple particulier, mais j'en ai vu un peu plus tôt. Cette lecture a été vraiment très intéressante pour moi aujourd'hui. Est-ce que si je me l'étais donné il y a 10 ans, est-ce que ça m'aurait perdu ? Et c'est possible aussi. Donc, quand vous avez dans vos équipes, en tant que senior, junior, c'est compliqué, junior, ça s'applique à la personne. Mais des gens qui, en compétence de code, sont juniors, pareil, vous leur balancez un article, dites-vous, il y a peut-être des trucs dans cet article-là qui va comprendre le travers, il y a peut-être des trucs qui vont dire, mais attends, il faut absolument essayer le dernier framework JS parce que tout le monde écrit, c'était génial. Il faut lui apprendre à exercer
un peu son esprit. Voilà. Avant de laisser la parole à Marc, faites gaffe à ce que vous aimez, c'est ça le plus dangereux. Comme c'est mes opinions, moi je les kiffe. C'est absolument parce que je les kiffe qu'il faut que je fasse super attention. C'est bien d'avoir des opinions fortes, il faut les défendre, comme ça on peut se lancer dans le petit bad code, c'est cool. Et c'est bien de ne pas être trop accroché à ses opinions, comme ça si vous me montrez que j'avais tort et que vous avez raison, ça ne me dérange absolument pas de changer d'approche. Voilà. Donc quand vous avez absolument envie de faire un truc, faites gaffe. Des questions? Non. Je ne sais pas du tout. Non, bah Marc. Je vois la joie de reprendre ça. Ça c'est le Zen of Python, vous pouvez l'imprimer, il fait 5 lignes. Ça c'est les diagrammes de Tom Hirschfeld, ça fait 10 lignes, c'est pas. Sur le site de Paris. Alors les slides, ouais, elles sont déjà, normalement, elles sont déjà en ligne et elles sont déjà dispo dessus. Bon, moi, je vais être un peu moins dans la philosophie et un peu plus dans le code. Mais avant de commencer, je vais prendre juste une minute pour parler de Draghi, vu que vous êtes dans les locaux. Donc en 2 mots, nous, on construit une marketplace de location de voitures. On a commencé avec, vous pouvez résumer en disant le Airbnb pour les voitures. Et là, on évolue de plus en plus pour essayer de vraiment changer la mobilité partout en France, mais aussi en Europe. Donc, comme je faisais signe à Sylvain quand je parlais, on est dans 5 pays. Et par exemple, en ce moment, on travaille à mettre des boîtiers dans les voitures, qui sont dans des boîtes par là, pour pouvoir les ouvrir avec les smartphones directement, des sujets comme ça. Je ne vais pas en parler trop longtemps. Juste pour info, on recrute, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site. Alors, la différence entre 2S et 2STR, c'est un peu en réaction à mon habitude de venir à Paris RB et de jamais parler de Ruby. J'ai parlé de JS, j'ai parlé d'histoire, j'ai parlé de trucs comme ça. Et bon, là, j'aimerais bien parler de Ruby. Et quitte à parler de Ruby, autant rentrer dans vraiment un détail technique un petit peu bizarre de Ruby. Donc, la différence entre 2S et 2STR, qui venait justement d'un... Enfin, je me suis posé la question quand je donnais des cours, et il y a un élève qui, en regardant les méthodes publiques d'un objet, disait bah, 2S, j'ai compris, mais 2STR, qu'est-ce que c'est? En fait, j'en avais pas la moindre idée. Au début, je me disais bah, c'est peut-être un alias, mais j'en savais rien. Du coup, j'ai un petit peu fouillé, et puis ça rentre dans ce que disait Sylvain. Je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ça. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Enfin, je vais essayer en tout cas. Donc, si je définis une classe démo, je l'instancie, je fais 2S. Là, qu'est-ce qui se passe? Ça me renvoie quelque chose comme ça, avec la classe, on dirait une adresse mémoire, on ne sait pas trop ce que c'est, mais voilà, ça renvoie quelque chose. De la même façon, si je fais class 2S, c'est-à-dire directement l'objet classe ou une instance de l'objet classe, ça retourne également des choses. Donc, dans le cas de la classe, ça va retourner le nom de la classe, mais en string. Dans le cas d'une instance, ça renvoie une référence vers l'instance directement. Par contre, qu'est-ce qui se passe si, attention technologie, j'utilise 2STR, on a investi dans le profit. Si on appelle 2STR sur une nouvelle classe, ben là, dans ce cas-là, je vais avoir undefined method 2STR. Donc là, déjà, c'est intéressant, ça veut dire 2S est défini un peu par défaut sur des classes, ou en tout cas est déjà là. Par contre, 2STR, il faut le définir. Donc si c'est juste un alias, comment ça se fait que ça soit aussi différent? Donc on va pousser le truc un petit peu plus loin. Si je définis une classe user, assez simple, avec un initialize, on lui passe un name. Le name, on le met dans une variable d'instance. Et le 2S, tout ce que ça fait, c'est ça concatène avec le gentil et le nom. Et à l'utilisation, j'instancie mon user qui s'appelle Bob, et je fais puts bonjour plus, donc je concatène mon user 2S. Là, c'est simplement, ça me dit bonjour le gentil Bob, tout marche bien, c'est super. Et si on revient ici et qu'on enlève le 2S,
Bah là, cette fois-ci, on se prend une nouvelle erreur que vous avez sûrement déjà dû voir 10 fois, même beaucoup plus. Un problème de conversion implicite de user en string. Alors, qu'est-ce que ça commence à... On commence à avoir un pattern, il y a la conversion explicite et la conversion implicite. Donc la conversion explicite, c'est vraiment ce toS. Je suis en train de dire, j'appelle la méthode toS de façon super explicite. J'appelle la méthode de casting. Et j'ai la méthode implicite qui dit, je concatène, Ruby, s'il te plaît, débrouille-toi pour savoir que je suis en train d'essayer de caster user en string et fait quelque chose d'intelligent. C'est là que tout str rentre en ligne de compte. Donc cette fois-ci, même classe user, exactement la même que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de définir tout s, je vais définir tout str. Et donc là, maintenant, ça marche. Donc ouais, on va juste pouvoir concaténer en faisant plus user, et maintenant il va savoir quoi faire. Il va envoyer le bon résultat. De la même façon, si je fais 150 plus 42, je vais avoir no implicit conversion of fixnum into string. Ça, c'est parce que fixnum n'implémente pas tout str. Alors, si je monkey patch, je ne vous le recommande pas, mais si je monkey patch comme un gros sale pour ajouter tout str, je délègue plus ou moins à tout s. Là, dans ce cas-là, je peux faire ça. Après, le comportement un peu surprenant, ça fait 150 42. Ce qui n'est pas parfait, mais voilà, c'est ce que je lui ai demandé de faire. Et ça, l'idée, c'est que toS renvoie la représentation en string d'un objet, c'est-à-dire quelque chose pour du debug, pour de l'affichage. Mon objet n'est pas vraiment un string, c'est un user, c'est une voiture, des formations professionnelles. Mais l'objet n'est pas un string. Alors que toStr, vraiment ce que ça exprime, c'est que l'objet peut se comporter comme un string. Il est suffisamment proche pour pouvoir se comporter comme un string. Donc en fait, c'est vraiment deux cas qui paraissent semblables. Ça se ressemble, c'est assez contre-intuitif quand on regarde la première réaction. Souvent, quand je demande aux gens, à votre avis, c'est quoi toStr, c'est ce que je me disais au début, c'est ouais, c'est un alias. Mais non, c'est très très différent. Et ça mène à beaucoup de débats. Je suis en fouillant un petit peu dans cette histoire, je suis tombé sur un débat dans la mailing list Ruby sur est-ce que Symbol devrait implémenter toStr. Et c'est un débat sans fin apparemment sur bah non, c'est plutôt les gens qui viennent de Rails qui surutilisent les symboles, qui ne les contaminent pas vraiment. Alors si on implémente toStr, on s'en sortira plus jamais, on verra plus jamais la différence entre symbole et string. Mais symbole implémente tout de même tout proc, qui est un peu la même chose, mais pour les procs. Bah, c'est tout un débat, un peu ce que ça veut dire vraiment. Est-ce qu'un symbole peut être interchangeable avec une string? Et ça, voilà, c'est un commit un peu du passé, où Aaron Patterson fait un commit pour dire, où est-ce qu'il dit stop subclassing string. Donc ici, on avait la classe pass qui héritait de string. Donc il l'a enlevé, et à la place, il a juste mis que la classe pass implémentait toStr. Ce qui fait qu'on peut concaténer des objets pass, donc des chemins pour les fichiers ou les dossiers, avec des strings, ce qui permet, enfin comme ça c'est beaucoup plus simple à implémenter et à manipuler. Et là ça se tient parce que c'est vraiment juste une chaîne de caractères, il y a peut-être 2-3 helpers en plus, mais ça pourrait complètement se comporter comme un string et ça fonctionne bien. Merci. Alors c'est un petit lightning, mais peut-être s'il y a une question de... Sinon après... Ça veut juste dire que c'était très clair. Parfait. Bah, je laisse la main à Mickaël, du coup. Space.
salut tout le monde, alors moi je suis Mickaël, je travaille chez Drivey, je m'occupe à la fois des ops, enfin, je m'occupe de ce qu'on appelle la DOT Team, qui est donc Data, Opération et Tooling. Donc on s'occupe notamment des MySQL et puis plein d'autres choses. Donc là je vais vous parler un petit peu de MySQL depuis 5.5, que tout le monde connaît un petit peu, et puis de ses évolutions 5.6, 5.7, la 8 qui sort cette année, et puis comment on utilise toutes ces nouvelles features dans Rails. Dites-moi si vous ne comprenez pas ce que je dis, parce que j'ai une tendance à parler en franglais très forte, donc n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, on va parler des nouvelles features pour les développeurs, donc pas les features opérationnelles, pas de achat, pas de comment est-ce qu'on scale MySQL, comment est-ce qu'on fait du partitioning, tout ça. On va vraiment parler des features que vous pouvez utiliser un peu tous les jours facilement. On va montrer un petit peu comment on utilise certaines de ces features chez Drivey et comment on utilise certaines de ces features avec Rails. On ne va pas parler de comparer, on va pas comparer MySQL à d'autres bases de données, du point de vue feature en tout cas. Donc pas de feature opérationnelle et pas de pourquoi ou comment on devrait utiliser telle ou telle feature. Mais pourquoi je commence à 5.6 ? Alors en fait, si on regarde un peu l'histoire de MySQL, donc en 2009, il y a Oracle qui rachète Sun, qui est donc le créateur de MySQL. Bon, à l'origine, il avait racheté InnoDB, un des engines de MySQL, mais ils ont fini par racheter Sun complètement. Et donc là, il y a eu une espèce de restructuration en interne, la team a pas mal changé, ils ont fait pas mal de changements de comment ils faisaient avancer le projet, comment ils récupéraient des requests de certains contributeurs et tout. Donc c'était un peu le bordel pendant un peu plus de 3 ans. Et pendant ce temps-là, il y a eu l'avènement du NoSQL, donc de MongoDB, de PostgreSQL, qui ont commencé un peu à gratter des parts de marché. Et MySQL, le temps qu'il réagisse, il y a quand même eu pas mal de hype autour d'autres bases de données. Donc pourquoi je commence à 5.6 ? Parce que c'est un peu là que les gens ont arrêté de suivre ce qui se passait sur MySQL. Donc on va commencer l'histoire là. Voilà, c'est juste pour relativiser un peu, MySQL c'est quand même une des bases de données les plus utilisées aujourd'hui. Si on regarde le nombre de posts par tag sur Stack Overflow, qui est sûrement pas du tout biaisé. Voilà, donc on va commencer avec MySQL 5.6. Ça a été réalisé en 2013. Il y a eu d'énormes refactors en interne sur MySQL 5.6 qui ont permis vraiment à MySQL 5.7 et 8 de rajouter pas mal de features. Sur 5.6, on n'a pas des masses, mais enfin, au niveau développeur en tout cas, mais on va quand même en parler. La première sur laquelle je veux appuyer, c'est le Performance Schema, qui existait déjà avant, mais qui était très léger, on ne pouvait pas faire grand-chose. Le Performance Schema, c'est activé par défaut dans MySQL 5.6. C'est une base de données avec beaucoup de tables qui en fait fait du monitoring automatiquement de ce qui se passe dans MySQL. Et donc c'est vachement utile pour faire plein de choses, pour vraiment regarder ce qui se passe à la fois sur vous les users de cette base de données, ce que vous faites de façon très courante, mais aussi en interne, qu'est-ce qui se passe, essayer de comprendre un petit peu pourquoi il y a des problèmes par-ci, par-là. Je vais vous mettre quelques exemples. Là, par exemple, donc on peut demander au schéma, au Performance Schema, quels sont les index qui ne sont jamais utilisés. Je ne vais pas aller dans le détail de la requête, hein, c'est vraiment pour vous donner des exemples. Là, par exemple, quelles sont les updates qui sont les plus fréquentes. Si vous voulez plus de détails sur le Performance Schema, il y a un article de GitHub Engineering qui est vachement bien, qui explique un peu comment ils l'utilisent eux-mêmes. Next feature, donc là c'est le Online DDL. Alors le Online DDL, DDL ça veut dire Data Definition Language, donc c'est ce qui regroupe un petit peu tout ce qui est changement de schéma, donc tous les alter table, drop column, ce genre de choses. Et donc en fait, pourquoi online ? Parce qu'en fait, ils ont vachement travaillé sur comment est-ce que je fais pour lorsque je change mon schéma, il n'y ait pas d'interruption de service. Donc je puisse toujours écrire et lire sur ma base de données. Jusque-là, dans MySQL 5.5, ce qui se passait, c'est qu'au moment où le schéma est mis à jour, donc par exemple, je rajoute une colonne, la table va loquer. Donc MySQL va dire, alors là, celle-là, tu n'as plus le droit d'utiliser. Je suis en train de faire des changements dedans. Lui, en général, ce qu'il fait, c'est qu'il va copier la table, il va faire tout un bordel. Puis à la fin, il va inverser les tables. Et puis là, le lock est release. Et donc là, on peut continuer à travailler. Sauf que pendant ce temps-là, il y a eu plein de requêtes qui sont en timeout. Et c'est la merde. Et donc le Online DDL, c'est tout plein de nouvelles features qui permettent de faire des changements online, donc sans avoir à bloquer les écritures ou les lectures. Il y a plusieurs algorithmes et il y a différentes façons de bloquer, selon l'opération.
Donc l'algorithme de copie, donc ça copie complètement la table et ça la recrée ailleurs. InPlace, ça change sans copier, tout simplement. Et après, il y a différents types de lock selon l'opération. Il y a soit pas de lock, soit un lock sur les écritures, donc on peut toujours le lire, soit un lock exclusif, et donc là, on ne peut rien faire. Il y a quelques limitations, ça ne marche plus avec InnoDB. Je vous conseille d'utiliser InnoDB de toute façon. Même sur le pas de lock, il y a quand même du lock, un tout petit peu, au tout début de l'opération et à la fin de l'opération. C'est très léger. Et autre limitation, la réplication est bloquée durant l'opération. Donc si jamais vous avez des slides, il va y avoir du lag tout le temps qu'il est en train de faire cette opération-là. Il y a une super doc sur le site de MySQL qui explique pour chaque opération, donc là on peut voir class index, drop index, etc. Qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va loquer ou pas, dans quelles conditions, est-ce qu'il y a des cas particuliers dans les notes à droite. Toujours regarder si vous avez du trafic, ça va permettre vraiment de voir un petit peu ce qui va se passer lors de votre migration. La feature d'après, c'est les index full text. Donc ça existait déjà plutôt dans MyExam, là ils les ont intégrés dans InnoDB. Donc là je vous donne l'index full text va vous permettre de faire une recherche d'un mot dans un corps de texte. Donc là par exemple dans le premier exemple, alter table users, et je rajoute un index full text composite, donc avec deux champs. Donc je lui rajoute un index sur first name et last name. Et dans la deuxième requête, alors oui, j'ai un peu travaillé. Et dans la deuxième requête, donc là je fais une requête pour chercher Michael dans cette table. Et donc ça ne marche pas comme le like %% qui est très lent, qui fait un table scan complet. Mais là c'est where match against. Donc il y a deux modes de recherche. Donc pour les activer, il faut rajouter à la fin match against with tel ou tel mode. Il y a deux modes. Il y a le mode booléen, qui n'est pas le mode par défaut, c'est l'autre. On en parlera après. Le mode booléen, c'est vraiment un mode est-ce que j'ai trouvé, est-ce que j'ai pas trouvé. C'est très binaire. Il n'y a pas de relevance, il ne va pas le classer en fonction de combien de temps il s'est affiché ou quoi. C'est vraiment binaire, comme le dit son mot. Tous les espaces sont traités comme des ou. Et on peut rajouter des opérateurs pour dire il faut absolument qu'il y ait tel mot ou il faut absolument pas qu'il y ait tel mot. Et donc il n'y a pas de relevance. Le Natural Language Search, par contre, c'est un peu ce qu'on trouve dans Elasticsearch, ce genre de choses, qui permet vraiment d'avoir de la relevance. Si je vois 3 fois le même mot, bah, je vais classer ça. Je vais classer ce résultat en premier. Donc il va les classer par score et il maintient une espèce de score en interne. Voilà. Je m'arrête là sur 5.6, il y a plein d'autres features, notamment une intégration avec Memcache qui permet d'avoir un layer de cache au niveau direct de MySQL, qui a d'ailleurs permis à Oracle de montrer que MySQL fait 1 million de reads par seconde, mais en fait c'est le Memcache. Il y a aussi plein de features sur les explain, et puis la réplication délayée par exemple. Donc c'est une autre façon de faire du backup. Vous pouvez dire tel slave, je veux qu'il ait 10 minutes de délai sur mon master. Et donc ça va permettre de se dire si jamais il y a une merde, j'ai 10 minutes pour dire que ce slave-là en fait c'est le master. C'est une autre façon de faire du backup. 5.7, c'est une des plus grosses releases de MySQL que j'en ai faites. Ça a été release en 2015. Il y a plus de 150 features. On ne va pas parler de toutes ces features-là, mais des grosses features. La première, c'est GIS. Donc c'est tout ce qui est géométrique. Donc on a plein de nouveaux types géométriques dans MySQL. Des lignes, des points, des polygones, mais aussi des multipoints, des multipolygones, plein de choses. C'est très simple à utiliser. Donc là, je vais créer une colonne point. Et donc je lui dis, bah voilà, c'est un point. J'insère un point, donc je caste ma latitude et ma longitude comme étant un point. Je crée un index spatial, parce que ça existe aussi, donc je crée des index spatiaux pour avoir de meilleures performances. Donc sur ce point. Et après, donc là quelques exemples de requêtes. Ici j'utilise la fonction, donc il y a plein de fonctions spatiales. Là j'utilise stDistanceFair, qui en fait permet de trouver la distance entre deux points en prenant en compte que la Terre est ronde. Donc c'est pas un gros carré dégueulasse, non, c'est vraiment la vraie distance. Et donc là je lui dis, bah, ordonne-moi par distance toutes les villes qui sont le plus proches de ce point. Enfin, tous les centres de villes, pour être exact, qui sont très proches de ce point. Alors nous, chez Drivey, on utilise Grab. Alors par exemple, tout bêtement en SEO, quand vous allez sur drivey.com/location location de voiture /Paris, ben là on va pouvoir vous dire vous êtes à Paris, donc voilà les points d'intérêt qui sont aux alentours.
Donc là, par exemple, les gares, les aéroports, ce genre de choses. Mais aussi en analyse data, donc là, par exemple, c'est une carte avec chaque code postal qui représente qui est en fait un polygone. Ici en bas, on voit la table de notre base de données qui est tous les polygones des villes. Là, on voit un petit, il y a SQL Pro qui gère ça, qui peut afficher un polygone et montrer à quoi il ressemble. Next feature, c'est les JSON. Donc, depuis 5.7, donc on a du native JSON dans MySQL. Et donc ça gère, il y a plein de fonctions liées au JSON pour chercher, extraire, inspecter ou modifier du JSON. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, on va créer une table avec un document JSON, tout simplement, donc c'est vraiment un truc tout simple. Puis là, on va l'insérer. Donc là, il faut juste mettre des côtes, et puis ça ressemble à un document JSON tout simple. Donc là, on va essayer d'extraire donc la clé 1, juste avant. Excusez-moi, là il y avait donc la clé et la valeur, clé et valeur. Donc là on va afficher toutes les K1, les keys 1 de mes documents. Et donc on va utiliser la fonction JSON-extract, ou on peut utiliser aussi le raccourci, qui est genre juste la petite flèche là avec le chevron. Donc ça permet d'afficher directement toutes les clés de mon document. Il y a plein de fonctions pour travailler avec du JSON, des fonctions aussi bien pour travailler avec des objets JSON, donc des dictionnaires, mais aussi des tableaux, des arrêts, pouvoir append, prepend, vraiment plein de choses. Pareil, regardez la doc, il n'y a pas toutes les fonctions, il y en a beaucoup plus que ça, on peut merger des documents, on peut faire vraiment plein de choses, on peut récupérer les clés, que les valeurs, ce genre de choses. Alors le JSON par contre, il est... Alors non, après. Comment on l'utilise chez Drivey? Alors nous on l'utilise partout, on est en 5.7 depuis moins d'un an maintenant, et on doit avoir, on a vraiment pas mal de colonnes JSON. Donc on l'utilise à la fois pour, par exemple, stocker des traductions dans une table, donc plusieurs traductions liées à un même champ dans la même table, mais aussi, par exemple, on l'utilise pour stocker toutes les transformations appliquées à une photo, pour stocker les articles qui sont reliés, les related articles, pour stocker des tags, donc là c'est un tableau. Donc vraiment ça s'utilise partout, c'est très pratique. Et une grosse limitation, c'est qu'on ne peut pas indexer du JSON. Donc c'est un peu lent si on veut faire des accès directs. Mais MySQL a pensé à ça et il a créé une nouvelle feature qui s'appelle les Generated Columns. Donc les Generated Columns, c'est quoi? C'est des colonnes dans laquelle la data ne va pas être ajoutée grâce à des inserts ou des updates, mais c'est au moment de la création de cette colonne, donc quand je vais dire add-moi telle colonne, je vais lui dire lui comment il va la générer. Et comment il va la générer, ça peut venir d'une expression mathématique. Donc par exemple, je vais lui dire cette colonne elle est générée via l'addition de telle et telle colonne, systématiquement, ou grâce à des fonctions de MySQL, comme par exemple JSON-extract. Donc là, je vais pouvoir sortir du JSON et le mettre dans une colonne générée, qui est donc tout le temps maintenue par MySQL, ou ça peut être un littéral, donc un int, un string, n'importe quoi. Il y a deux types de storage pour les generated columns. Il y a soit virtual, donc virtual, ça veut dire que c'est recalculé à chaque fois, soit store. Et donc là, ça prend de l'espace sur le disque et ça va être maintenu par MySQL chaque fois qu'il y a un update ou un insert sur les dépendances de cette colonne, elle va être mise à jour. Et ce qui est super cool, voilà, c'est ça, c'est que, quel que soit le storage, on peut rajouter un index sur ces colonnes virtuelles. Un exemple, donc là, je vais rajouter une colonne virtuelle qui s'appelle fullName, qui est systématiquement la concaténation de users.firstName, un espace, et users.lastname. Et donc ça, cette colonne, elle va toujours être là, je peux la demander chaque fois que je fais une requête. Lui, il va la recalculer à chaque fois parce qu'elle est virtuelle. Mais on peut imaginer que je peux créer un index dessus au hasard full text, par exemple. Donc là, j'aurai un index full text maintenu sur le disque, sur lequel je peux demander, je peux rechercher des noms et des prénoms. Un autre exemple, c'est par exemple, imaginons que je stocke en JSON tous les tweets, enfin, plein de tweets, et que je veux tout le temps avoir la location stockée. Bah là voilà, c'est ce que je fais. Donc systématiquement, j'ai ma location qui va être dans une nouvelle colonne qui s'appelle location. Donc ça c'était quelques features MySQL 5.7, on a plein d'autres, vraiment plein d'autres. Je vous invite à aller regarder le site thecompletelistofeatures.com qui est maintenu par la team MySQL qui liste les 150 nouvelles features. Rapidement, donc il y a plein d'optimisations sur la full text search.
Il y a un nouvel utility pour remplacer MySQL dump qui s'appelle MySQL pump, qui a l'avantage de faire des dumps en parallèle, donc c'est très très rapide, beaucoup plus rapide qu'avant. On peut faire de la multisource d'application, donc ça c'est vachement intéressant si on a plusieurs bases de données, donc plusieurs masters, on peut avoir un seul slave qui va regrouper les données de ces deux masters par exemple. Bon, il y a plein d'autres choses. MySQL 8, qu'est-ce qui arrive? Donc c'est censé être release cette année. Là, ils sont à la 8.1, c'est le développeur prévu qui a été release il y a 2-3 semaines. Donc pas mal de grosses features, je vais parler des principales. Donc les index invisibles, qu'est-ce que c'est? C'est un index qu'on va pouvoir déployer, enfin créer, mais ne pas le rendre visible pour le query planner. Ça veut dire que lorsqu'il va faire sa requête, il ne va pas utiliser votre index. Donc ça va permettre de pouvoir faire des tests sur les index, les activer et les désactiver, voir un peu comment votre site réagit. Les Common Table Expression, les CTE. Donc ça, c'est une feature qui va permettre d'aliaser. Donc imaginons qu'on a une requête avec 6 sous-queries. La requête est vraiment très dure à lire. Et en fait, on va pouvoir dire telle sous-query, avant ma query, je la définis et je vais l'appeler comme ça. Donc après, ça va permettre de vraiment de cleaner son code et indirectement de faire des requêtes récursives. Après, il y a les windowing functions. Donc ça, c'est des fonctions principalement de groupage. Donc on va pouvoir grouper les données directement dans Select et pas via un group by. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on peut faire dans des pivot tables sur Excel. C'est assez puissant. Il y a un nouveau type UID qui va permettre de générer des UID selon la spécification des 4. Donc des gros UID bien longs et pas avoir des integers comme une clé primaire ou même juste avoir des UID en plus de la clé primaire ID. Des rôles pour les users, donc on va pouvoir créer un rôle qui peut être appliqué à plusieurs utilisateurs. Si vous avez déjà managé un MySQL avec plein d'utilisateurs, c'est un peu l'enfer. À chaque fois, il faut copier-coller pas mal de commandes, alors que là, on peut définir 5-6 rôles et juste les appliquer à différents utilisateurs. Il y a des améliorations sur le JSON, donc des fonctions d'agrégation, l'équivalent d'un map, soit pour les arrays, soit pour les objets, avec JSON Array et JSON Object Add. Il y a un nouveau document store, donc là, c'est vraiment complètement séparé d'InnoDB. Et ça va permettre de stocker des documents entiers un peu à la façon de MongoDB. Je n'ai pas trop d'infos là-dessus, donc j'en parle pas plus que ça. UTF-8 MB4 par défaut. Donc ça, si vous avez déjà eu des problèmes de collation, j'arrive pas à stocker un emoji dans une de mes colonnes ou du chinois. En fait, systématiquement, la solution, c'est de passer votre colonne, votre table, votre base de données de UTF-8 à UTF-8 MB4. Donc au lieu d'encoder votre caractère sur 3 bits, il va être sur 4. Donc là, ça va devenir le défaut pour tout le monde. Et pour finir, il y a les index descendants. Donc si vous faites beaucoup de order by des, pouvoir créer un index directement optimisé pour l'ordering descendant, ça va permettre des améliorations de performance assez conséquentes. Comment est-ce qu'on utilise tout ça dans MySQL? Alors, je vais prendre juste les grosses features et voir un petit peu comment elles s'intègrent dans Ruby, en Rails pour le coup. Les génériques type colonne, ça a été rajouté récemment, émergé récemment, donc ce sera là pour 5.1. D'ailleurs, ça a été release 5.1, donc c'est là. Donc ça s'utilise assez facilement, on a juste à dire virtual, comment on génère cette colonne virtuelle, et puis si c'est stocké ou pas. Puis là, il est content, il a pris un index dessus, ouais, c'est vachement cool. Le JSON, donc ça pareil, ça a été émergé récemment, ce sera là pour 5.1, c'est là pour 5.1. Et donc là, très simple, c'est un nouveau type JSON qu'on déclare comme ça, et puis on passe du JSON, il va s'occuper automatiquement de le faire entrer dans votre table MySQL. Le GIS, alors ça c'est une PR qui a été ouverte récemment, enfin, il y a quelques mois, les discussions sont toujours en cours. C'est pas encore mergé, c'était censé arriver pour 5.1 et puis ils ont repoussé parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur certaines nomenclatures, mais ça arrive bientôt. Et donc ça c'est un peu les grosses features. Il y a le full text qui arrive aussi dans 5.1, pareil. Donc 5.1 c'est un peu la release de MySQL 5.7, passé à 5.1. Donc pareil, full text et spatial index. Et petit bonus, alors nous on n'est pas en 5.1, mais on utilise quand même toutes ces features. Donc je vous ai linké ici des patchs pour Active Record, pour big up à Adrien d'ailleurs, et à Antoine qui est pas loin, voilà, qui nous ont aidé, avec qui on a fait ces patchs-là. Donc c'est des patchs qui permettent
utiliser toutes les options GIS et JSON dès aujourd'hui sur MySQL. Pour le GIS, il n'y a pas tous les types encore. Nous, on n'utilise que les points, les polygones et les multipolygones, si je ne dis pas de bêtises. Donc il n'y a que ça qui est là. Mais vous pouvez regarder, ça devrait être facile de rajouter vos propres types. Donc il y a les specs et les patchs en question. Les specs sont dispo d'ailleurs déjà sur drive.engineering, notre blog technique. Des sources. Des questions. Oui, ça, le général qui colonne avec des index, il fait un algo, quand c'est pas stored, il fait un algo chez ou des linéaires. Il régénère à chaque fois, à chaque accès, en fait, il va régénérer en maintenant la fonction. Il génère tous les récits. Ah non, ils génèrent, c'est-à-dire au moment où tu vas les regarder, si toi tu veux les regarder. Si le truc n'est pas stored, tu veux faire une recherche comme si c'était un full thread. Il va faire un full thread. C'est pour ça qu'il faut rajouter un index. Il vaut mieux faire un store. Le concept, c'est soit de faire un store, soit de faire un virtuel avec un index. On peut utiliser PostgreSQL. C'est pas un troll parce que les études dont vous servez, vous avez l'air d'avoir besoin et vous avez après 5 ans, c'est déjà un peu. Ouais, nous en fait on est de façon legacy, on était sur MySQL, on n'avait pas besoin de ces features-là jusqu'au moment où on les avait en fait, tout simplement. À partir du moment où on les a eues, on les a utilisées. Et pourquoi pas Postgre, on peut troller, mais de manière générale, nous on est très content avec MySQL, ça scale bien, ça gère autant de connexions qu'on veut sans mettre un proxy devant, ce genre de choses. Donc après on peut en parler dans le détail, mais c'est content avec MySQL. C'est surtout pour le GIS en fait. Vraiment pas un problème. Non, j'imagine, mais le GIS, on n'en avait pas besoin jusqu'à récemment. On commence à faire de la géométrie depuis récemment. Avant, on faisait des hacks de géométrie, c'est-à-dire qu'au lieu de, par exemple, de demander quand on calcule la distance, par exemple, plus simplement, un radius. Un radius, soit tu prends en compte le fait que tu es sur la Terre, qui est ronde, et donc les calculs sont assez compliqués, soit tu fais un truc très simple, un carré, en 2D, et ça marche quasiment, sauf sur les extrémités, et c'est ce qu'on faisait jusque-là, et ça marchait très bien. Donc il y a toujours des hacks pour faire des trucs. Merci. Donc là, on enchaîne avec 100 minutes avec notre sponsor Hayog. Juste après, c'est Thibaut qui va nous parler de sa libre en Helm, Elegant Helm. Voilà. Il y a quelques places, il y a 3 places au premier rang. Si ça vous saoule d'être debout derrière, il y a des petites places un peu partout aussi, n'hésitez pas. Est-ce que je peux changer ça ne marche pas, qu'est-ce que tu branches? Les contacts ici, alors, mais c'est pas grave, je vais faire. Je vois pas. Ah si, là-bas. C'est bon. Top, merci. Salut. Je m'appelle Cyril, je travaille pour Hayog. Hayog, c'est quoi? C'est comme Draghi, c'est une marketplace.
C'est une marketplace qui est faite pour les développeurs qui sont en charge de job. C'est pour les boîtes tech qui cherchent des développeurs. Ailleurs, c'est présent dans 18 dans le monde. C'est à San Francisco, New York, Londres, Paris, Singapour, Sydney. Ailleurs, c'est sélectif des deux côtés. Ça sélectionne les meilleurs développeurs, ça sélectionne les meilleures boîtes tech les plus innovantes. Ailleurs, ça inverse le modèle actuel du recrutement. Ailleurs, ça donne le pouvoir aux développeurs et ça leur permet de contrôler davantage leur recherche de job. Donc, moi, en fait, pourquoi je suis là? En fait, j'ai aussi un truc à raconter, comme disait Sylvain tout à l'heure. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un petit peu ce qui se fait sur la plateforme à Paris, un petit peu ailleurs dans le monde. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de visibilité sur la demande actuelle qu'on a en France, par exemple, sur les développeurs back-end, etc. Et on s'est dit que ça pourrait être cool de le partager. Et c'est pour ça qu'on est venu ce soir. Donc, toutes vos questions sont évidemment les bienvenues. On n'a pas parlé de ça pendant 1000 ans, on a quelques petits slides sympas. Comment on a fait ça? En fait, on a récupéré les 150 dernières personnes qui ont été placées sur notre plateforme. Et on a regardé un petit peu quels stacks ils utilisaient, on a regardé précisément les développeurs back-end, et c'est ce dont on va parler ce soir. Et l'idée, c'est de vous donner un peu de visibilité sur ce qui se passe aujourd'hui à Paris. Donc, il y a trois petits graphes. Voilà, 2 secondes. Le premier, c'est vraiment sur les technos back-end qui sont les plus modernes à Paris. Donc en fait, on a un petit peu la répartition des 150 derniers placements sur notre plateforme. On a regardé les différentes technos en back qu'ils utilisaient. Le deuxième, c'est sur les salaires. Donc on a pas mal qui existent des informations sur le marché actuellement. On est vraiment là pour partager ça en toute transparence et récupérer un peu du feedback à droite à gauche. On pourra en parler après si besoin, ça nous fait plaisir. Et le troisième, c'est vraiment, en fait, on a réalisé des boîtes à Paris entre 2008 et 2016, et on a regardé qu'est-ce qu'elles utilisaient en techno back-end. Et en fait, on a essayé de regarder un petit peu les différentes tendances. On a des données qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc là, on a les derniers placements, donc 150 derniers placements sur la plateforme, et on a un petit peu la répartition des technos utilisés. Donc il y a évidemment beaucoup de PHP, beaucoup de Node, évidemment. Et en fait, on a là-dessus un tout petit pourcentage de Ruby, 10%, mais en fait, c'est en très forte croissance. On a de plus en plus de personnes qu'on place qui sont sur Ruby. Et c'était intéressant, je pense, de partager ça avec vous ce soir, sachant que la demande est relativement forte. Donc, si vous êtes un développeur Ruby aujourd'hui à Paris et que vous vous trouvez sur une plateforme comme ailleurs, en fait, vous allez recevoir en quelques jours une dizaine de demandes d'entretien sur la tête qui ont testé par Ruby. Voilà, donc vous pourrez témoigner. Je serais ravie d'en parler avec vous. La demande est très forte. Elle est très forte à Paris. Elle est aussi sur Node. Le marché français est assez particulier parce qu'on a aussi beaucoup de personnes sur PHP, beaucoup de boîtes qui travaillent encore sur PHP. Voilà. Des questions, des remarques? Comment? Ouais, c'est on le fait beaucoup moins, c'est vraiment spécifique au marché parisien. Ah, c'est à cause de ça. Mais effectivement, en fait, du coup, on compare entre les différents bureaux avec SF, Londres, New York et tout, et on regarde un petit peu les différentes tendances qu'on a, et nous, on a vraiment un marché qui est assez particulier. À SF, nous, on regarde avec notre 10% de Ruby et tout ça. Mais bon, ouais. Du coup, dans la même lignée, alors pas des chiffres exacts, hein, mais les grandes masses, à l'étranger, je sais pas, par exemple en Angleterre ou aux US, ça serait parti comment? Il y a beaucoup plus de nodes. Il y a des très grosses répartitions de nodes. PHP, ça représente à peu près entre les 10 et 15% de max. C'est vraiment très faible et c'est en baisse. Ouais, voilà, c'est assez impressionnant. Et Java, c'est présent. Ouais. Ouais, les US, c'est un peu. La nouvelle manière de se réduire. C'est quoi le pourcentage de US de l'année? Faudrait que je check avec le bureau de San Francisco, mais je pense qu'il doit être autour de. Moi, si je me trompe vraiment, mais je pense qu'il doit être entre 30 et 40%. C'est un petit peu moins, mais ouais. Enfin, pas faire un tiers. Ouais.
après, ça devait, enfin, sur les boîtes tech, donc c'est des boîtes jeunes, quoi. Voilà, encore une fois, c'est vraiment l'idée, c'est de montrer ça un peu en transparence. Donc, on a fait la même chose avec les salaires. Et on a regardé pour les profils développeurs back-end, c'était quoi les salaires en fonction des années d'expérience. Donc, un jeune diplômé qui sort sur lui, il trouve un jeune à quel salaire aujourd'hui à Paris. Et qu'est-ce qui se passe quand on devient un petit peu plus expérimenté sur les différentes techno-bacs, etc. Donc là, en fait, Ruby, c'est un petit peu au même niveau que Node actuellement à Paris. Donc, si vous êtes développeur Ruby, vous avez plus de 4 ans d'expérience, on a un positionnement d'après la donnée qu'on a sur notre plateforme autour de 55 à peu près K euros en brut annuel. Et en fait, Node est légèrement en dessous. Et voilà. Donc ça donne un petit peu une idée du marché. Ça justifie en fait la demande très forte de vendu qu'on a entre 10 et 15 demandes d'entretien sur la plateforme en tant que développeur Ruby. Un développeur Ruby, il reste quelque chose sur la plateforme, pas plus, parce qu'en fait, dans un certain moment, il va se retrouver avec tellement de demandes d'entretien qu'il va pas pouvoir, il n'aura plus trop de choix et il ne trouvera pas forcément un job qui lui correspond. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée. Je ne sais pas si vous êtes aligné avec ça, est-ce que ça vous parle, est-ce que c'est à peu près le positionnement que vous avez vu. Nous, on est vraiment là pour partager, enfin, c'est vraiment 100% gratuitement, ça nous fait plaisir, on essaie de faire ça assez régulièrement. Ouais. En ce moment, on a beaucoup de bootcamps. Bon, je n'ai pas d'argent, on va faire des bootcamps de la place qui sortent pas mal de développeurs de vie vraiment juniors, quoi, qui ferait 9 semaines à 6 mois de vie. C'est parfois tout à fait décent, hein, mais du coup, je voulais savoir les difficultés des juniors tout court et les difficultés des juniors Ruby en particulier, et encore mieux, les difficultés où est-ce que c'est facile à trouver, est-ce que les négociations commencent par ces négociations, combien d'offres ils ont, quand on sort et qu'on est Ruby junior de bootcamp. Ouais, alors je pense que je fais Alors, référence peut-être que vous n'en avez pas beaucoup. Alors, entre autres, mais il y en a d'autres qui sont encore. Mais après, déjà s'ils ne passent pas par vous, vous n'avez pas la data, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, vers quoi allez-vous, dans quelle boîte ils sortent, quelles boîtes comprennent ce que c'est que d'embaucher un junior à les former. Oui, alors déjà, c'est effectivement, il y a pas mal de gens qui développent, qui aident les profils à se développer dans les sessions de batch assez rapides, de 6-9 semaines. Nous, on voit pas mal ça, et comme je disais tout à l'heure, après, sur ailleurs, on essaie d'être relativement sélectif. On a en fait des entreprises sur la plateforme qui sont plus hyper innovantes, qui essaient de donner un peu. Et qui, en fait, recherchent un certain niveau d'expérience et de qualité dans leur profil. On fait un petit peu attention à ça, parce que dans ces bootcamps, il y a un petit peu de tout. Il y a des profils excellents, bien évidemment. Il y a des personnes qui se lancent, qui ne connaissent rien au code, et qui du coup se lancent et qui font un batch de 6-9 semaines. C'est peut-être un petit peu tôt pour aller utiliser une plateforme comme Regarde. Et effectivement, en termes de background, ça peut parfois être un petit peu trop junior pour nous. Nous, on va préférer Non, ouais, enfin, pour rebondir sur ce que j'ai dit, ce que je voyais il y a 1 ou 2 ans, c'est que pour les startups, enfin les startups parisiennes, c'était leur niveau était un peu juste. Enfin, en général, pour la majorité d'entre eux, leur niveau dans certains bootcamps était encore un peu trop juste pour être pris en CDI. En revanche, tu avais quand même une partie d'entre eux qui réussissaient alors soit à faire un peu de freelance dans un premier temps, ou soit signer un CDD, ou soit ils pouvaient rejoindre une ESN ou autre pour un peu, entre guillemets, se faire une dent, et après avoir ces petits 6-12 mois d'expérience qui leur permettaient de rejoindre une startup derrière. Donc pour la majorité d'entre eux, effectivement, je pense que le gap était un peu, enfin, en tout cas à ce moment-là, difficile pour être atteint tout de suite à la sortie du bootcamp. Le dernier petit graphe, en fait, c'est simplement une étude, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on a regardé les boîtes françaises avec lesquelles on travaille entre 2008 et 2016, et on a comparé ce qu'elles utilisent, les technos back-end qu'elles utilisent. Et donc, on voit que clairement, PHP, ce que je disais, il y a un
très fort déclin, et nous on voit sur la plateforme, en fait, les développeurs sur Symfony aujourd'hui, il y a toujours une forte demande parce qu'on est en France, mais c'est quand même vraiment à la baisse. Par contre, donc les boîtes créées entre 2014 et 2016, il y en a plein qui sont sur Node, il y en a plein qui sont sur Ruby. Je pense que vous l'observez aussi, d'ailleurs, je suis curieuse de savoir les boîtes pour lesquelles vous travaillez, est-ce que c'est appréciable ou pas? Si vous êtes à Paris, vous êtes sur Ruby. Voilà. Et après, Python, Java est relativement stable. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend ou est-ce que ça vous parle? C'est quoi, c'est pour troller comment troller en temps. On trolle pas, non, je prends les ailes, je prends les ailes. Les PHP sont des ailes, surtout quand ils marchent bien. On a de la tentation pour eux. On peut en échanger. Je vois que Java baisse, est-ce que c'est global et que le marché, il y a des moins de Alors ça dépend effectivement des marchés, et on peut en parler toutes les choses si tu veux, juste après. Je ne sais pas, je ne vais pas utiliser trop de temps, mais il n'y a aucun problème. On échange là-dessus tout à l'heure. Je veux juste savoir, vous faites passer des tests techniques aux gens pour. Oui, on a un test technique sur la qui permet d'évaluer la qualité de qui évolue avec les différentes versions de Ruby et de Rails. Certainement, en fait, c'est la PHP, c'est une qui gère ça, mais nous, on n'a pas tous les tests du monde à Paris. Donc, on peut choisir après la technique que vous utilisez. C'est le même test. C'est pas systématique. C'est le même. D'ailleurs, on est déjà de feedback là-dessus. Je suis désolée, j'avance un peu. Mais honnêtement, je suis là très sur la vidéo. Je n'ai pas l'impression que ça me fait plaisir et tout ça. Voilà. Du coup, si un jour vous êtes à la recherche du job, on ne chasse pas, on n'est pas du tout des chasseurs. Je pense qu'on est là pour aider. Et si un jour vous avez envie d'avoir un petit peu de choix dans votre recherche de boulot, c'est pour ça qu'on existe et on sera ravis de découvrir l'expérience ailleurs. Voilà, merci. Alors moi je vais pas pouvoir bouger, c'est pas grave, de toute façon j'ai pas de slide. Celui qui a branché avant, quoi. D'accord. Non, qui a branché avant. Moi c'est bon, sur le stream, là, c'est un slide qui est avancé. Et donc attends, si vous êtes branché, Attends, je peux y aller. c'est bon, je l'ai branché. Bon. C'est bon pour moi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ok. Donc ce soir, je vais pas vous parler de Ruby. Encore une fois, je suis désolé. Mais je vais vous parler du compagnon idéal de Ruby quand on n'a pas envie de faire de JavaScript en front-end. Parce qu'en fait, le JavaScript, moi j'en peux plus en fait personnellement. Voilà. Et, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien ça en fait, mais il y a un moment où moi j'ai commencé à plus pouvoir faire de JavaScript parce qu'en fait j'avais l'impression que quand je faisais un truc d'un côté, ben, ça défaisait un autre truc de l'autre côté, et puis quand j'essayais de refaire le truc de ce côté-là, ça redéfaisait un truc de l'autre côté. En fait, JavaScript, le gros problème que j'ai eu, c'est que j'ai bien aimé ça au début. En fait. C'est ça le truc qui est vraiment difficile.
c'est que, en fait, à l'époque où j'ai commencé à faire du JavaScript, donc en 2005, en fait, à peu près, c'est ça, ouais, 2005, je lisais des bouquins sur JavaScript et les gens ne comprenaient pas ce que je faisais, parce qu'ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais du JavaScript? Je leur disais, en fait, c'est le seul langage qui est dans le navigateur, et en fait, il est bien. Et, parce qu'il y avait des lambdas, il y avait plein de trucs qui étaient sympas, il y avait... Puis il n'y avait pas toutes les bibliothèques qu'il y a aujourd'hui, en fait. Et franchement, c'était pas mal à l'époque. Puis après, il y a eu tout un tas de bibliothèques. Donc, il y a eu les premières générations de bibliothèques, Prototype, Scalculus, SmoothTools. Et puis, il y a eu XJS, tout un tas de trucs, enfin, tout un tas de bibliothèques plus ou moins grosses. Mais le vrai problème, en fait, moi j'ai ressenti au fil des âges, c'est que quand on a besoin de faire un fucking calendrier, quelle que soit la techno, en front-end, je veux dire, que ce soit React, Angular, machin et tout, et ben il faut le refaire de zéro. Et ouais, parce qu'en fait, quand on utilise React, quand on utilise Angular, quand on utilise n'importe quelle techno, en fait, il faut toujours refaire le truc qu'on a fait 150 fois, qu'on a fait à la main au début, ensuite on a utilisé jQuery UI, ensuite on a utilisé d'autres bibliothèques, et ensuite on a utilisé React, on a utilisé Angular, que sais-je encore, enfin voilà. Et en fait, il y a un moment où moi, je ne sais pas si vous utilisez Gemfile. En fait, moi quand j'ai besoin d'un nouveau truc en Rails, j'ouvre mon Gemfile, je mets la gemme dedans, je n'en parle plus, c'est terminé. Si je pouvais avoir un petit truc de calendrier, ben en fait, je le mettrais dans mon Gemfile, je ferais le bundle, et puis terminé, ça, on n'en parle plus. Là, avec toutes les technos front-end, en fait, c'est tout le temps, il faut toujours refaire les choses 150 fois. Et en fait, moi, j'en ai eu marre. En fait, j'ai fait un talk il y a quelques années où j'ai fait comment j'ai supprimé JavaScript de mon projet. Donc, en fait, j'ai fait rm-rf app/assets/JavaScript. Et j'ai recommencé à zéro. Et en fait, je suis parti d'un projet open source et j'ai tout supprimé, le backbone. Et comme ça, j'ai pu avoir des bonnes perfs. Bref. Et en gros, un jour, bah, j'ai découvert Helm. Je vous en ai déjà parlé, mais en gros, j'ai découvert ce langage. Et en fait, bah, c'est un langage vraiment sympa parce que en fait, ça permet de plus du tout faire de JavaScript. Ça transpile vers JavaScript. Mais un des gros avantages, c'est que bah, on n'a pas de... En fait, comme c'est fonctionnel pur, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de undefined user function, c'est pas possible en Helm. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a un moment où je me suis dit, ok, bon, maintenant j'ai viré JavaScript, très bien. Ok, et puis maintenant, en fait, il y a un autre truc qui est hyper chiant quand on fait du front-end, enfin, que j'ai beaucoup aimé aussi à une époque, c'est bien ça le problème, et que maintenant j'aime beaucoup moins, c'est CSS. CSS, en fait, c'est un. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est des. Parce qu'il y a la guéguerre entre les gens qui disent ouais, mais il y a plein de globales en CSS et qui disent non, mais c'est des constants. Ouais, mais en fait, quand on fait du SAS, on génère plein de constantes, et donc, au bout d'un moment, on peut dire que c'est des variables. Hein. Si c'est tellement. C'est un peu. C'est un peu chiant le CSS parce que c'est du style, mais c'est pas paramétrable. C'est comme si on revenait à l'imprimerie en fait. On imprime des feuilles de style et puis après on peut les utiliser. Et en fait, on fait de la programmation. Quoi. En fait, on pourrait faire des trucs génériques et les réutiliser. Et ce serait cool quand même, non? Je sais pas, vous en pensez quoi? Non? Non, personne ne réagit à ça? SAS. SAS, tu veux faire une grille, tu dois générer 50 tonnes de CSS pour pouvoir faire différentes widths en fonction des tailles de l'écran. SAS, le problème, c'est que ça génère du code. Et ensuite, il est téléchargé vers ton client. Et puis surtout, en fait, dès que tu veux changer quelque chose, par exemple, tu veux changer une taille de grille, tu vas être obligé de régénérer du SAS, tu vas être obligé de reparamétrer ton SAS pour régénérer des autres classes. Enfin, bref. Pour moi, la problématique, c'est toujours pareil, c'est la réutilisabilité du code. Et en
fait, quand je fais du SaaS, j'en ai fait, je me suis pané, je me suis fait ma bibliothèque pour faire du front-end, mon SaaS. Je l'ai fait, mais franchement, c'est de la génération de classes qu'on peut réutiliser. Et après, il y a BEM qui est sorti, c'était sympa, comme un pattern, mais je trouve quand même que, en fait, ce serait tellement plus simple, c'était juste des fonctions qu'on peut appeler, et voilà, ça nous fait du style. Donc en fait, à force que ça trotte dans ma tête, et à force de faire du front-end dans Helm, j'en suis arrivé à un point où je me suis dit, mais en fait c'est quoi un style qu'on applique à un élément? Un style, en fait, c'est un ensemble de propriétés de style qui sont modifiées par une fonction, en fait. Donc, par exemple, je veux dire que mon texte est centré. En fait, je pourrais appeler une fonction textCenter, en fait. Comme j'appelle une classe textCenter, je pourrais appeler une fonction textCenter sur mon élément. Et puis, j'ai envie de mettre une couleur. En fait, je pourrais appeler une fonction backgroundColor et lui passer une couleur. Et puis, je pourrais faire une fonction textColor. Je pourrais appeler une fonction textColor. Donc, en fait, j'ai renommé ça en textColor plutôt que de le laisser en color parce que je ne vois pas le sens d'avoir backgroundColor d'un côté et color de l'autre côté. En tout cas, je me suis dit, mais en fait, c'est juste des fonctions qu'on peut stacker les unes à la suite des autres, au final. Et tout ça, en fait, ça me retourne un style que je vais appliquer à mon élément. Et en gros, c'est de là qu'on a créé Elegant. Donc Elegant, c'est une bibliothèque pour faire pour styler des éléments Helm. C'est à l'intérieur de Helm, donc il faut passer à Helm en front-end, et ça je vous fais confiance. Vous devriez tous essayer ça. C'est incroyable, je n'endors plus la nuit. Mais vraiment, alors je vais juste vous montrer le résultat en fait. Voilà, donc c'est très moche hein, pour l'instant. Il n'y a pas encore de graphiste qui est passé dessus. Mais en fait, c'est pas vraiment le problème. Donc tout ça, c'est des styles inline, en fait. Ok. Et là, regardez bien le truc du haut, là. La couleur du haut. Si je redimensionne ma fenêtre, en fait, la couleur, elle change, en fait, en fonction de la... Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et en fonction du X et du Y, en fait, en gros, le R et le G sont fonction du X, de la taille de la fenêtre. Et en fait, si jamais je suis en dessous d'une certaine taille de fenêtre, j'inverse ma couleur de texte. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez là? Voilà. Ok. Donc en dessous, je me suis fait... En fait, j'ai commencé à faire une petite bibliothèque en fait, pour faire des styles en Helm. Et en fait, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de code en fait. Il y a beaucoup de trucs. Voilà. Donc on a des hauteurs, des hauteurs en pourcent, des max widths, des min widths. Et tout ça c'est typé, et donc en fait ça permet de ne pas pouvoir mettre n'importe quoi dans les styles en fait, et de pouvoir les stacker. Et en fait le truc qui est sympa, c'est que en fait comme je vous disais tout à l'heure, nos styles c'est des éléments, en fait c'est typé de style vers style en fait, ici, avec un paramètre en plus ou deux ou n. Et en gros, ça en fait, c'est une liste de styles que j'ai appliquée, que je stack, que je mets dans une liste en fait.
Donc là, display line block, vertical align middle, functionary, text center, margin px0. Donc là, en fait, ça c'est typé. Ça me permet de passer des pixels et de ne pas écrire 0px, de typer ça pour être sûr que ce ne soit pas n'importe quoi. Padding vertical, padding horizontal. Et ça, tout ça, je les compose en fait, tous ces trucs-là. Et donc en fait, je les compose au sens mathématique du terme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est f, rond g, rond h, rond et à la fin, ça me donne une fonction qui prend un paramètre qui est d'un style de base, en fait, ou un style qui peut déjà avoir été modifié. C'est un style qui peut déjà exister, auquel on va ajouter ces styles. Voilà. Et donc en fait, Elegant, c'est ça. C'est aussi simple que ça de faire un style dans Elegant. Et en fait, l'appliquer à l'appliquer ensuite, c'est aussi simple que ça, en fait. On fait notre H1, ici par exemple, il a un style, et en fait, on lui passe une liste de styles, ici. Et on peut lui passer une liste de styles, soit déjà composée, donc, par exemple BPN c'est un style composé, soit une liste de styles qui appartient à Element. Voilà. Et le truc qui est sympa, c'est que si vous voulez faire du responsive, bah là vous pouvez gérer au pixel, quoi. Vous faites ce que vous voulez en fait. Vous n'avez pas besoin de déclarer un certain nombre de taille de device. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ouais, un truc qui est sympa, je vous disais que tout était typé. En fait, voilà, genre text align ici, c'est soit text align center, soit text align right, soit text align left, soit text align justify. Mais en fait, on peut pas mettre. En fait, donc ça, c'est des types. On peut pas mettre autre chose dans un text align que ces trucs-là. Et ça permet en fait de ne pas avoir de risque de mettre un style buggé ou de mettre des trucs qui ne sont pas acceptables par les types. Voilà. Et mon prochain champ d'investigation, ça va être de faire des transitions à partir de ces styles. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé de s'arrêter là, quoi. Vu que là, maintenant, on a construit un truc qui permet de construire des styles qui sont déjà en fonction de paramètres. En fait, on peut aussi générer des transitions à partir de ces styles. Donc, on peut vraiment tout réinventer. Voilà. C'est à peu près tout sur Elegant. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ouais. Tu recalcules tout le temps ou comment ça se passe? Non, en fait, ce qui se passe avec Helm, c'est que tu as un virtual DOM. En fait, c'est un peu comme en React. Tu as un DOM virtuel. Tant que tes propriétés ne sont pas modifiées, il ne va pas réécrire le DOM. Donc en fait, si là on va voir si on va voir ici, si on inspecte ces éléments-là, en fait, vous pouvez voir qu'en redimensionnant la fenêtre, j'ai un élément qui est modifié, c'est mon style ici, avec les couleurs. Voilà. C'est un peu violent tous les éléments. Pourquoi c'est violent? Mais c'est trop bien pour le mail, parce que les mails, ils font ça. Ouais, mais là, justement, tu n'as plus besoin de faire d'autres trucs différents pour tes mails et pour autre chose. Ouais. Il y a un calendrier en Helm. Et pour le coup, le code est réutilisable. À volonté. Ouais. Il n'y a pas de bug. Alors regarde, je vais te montrer comment on fait pour débugger. Regarde bien, regarde. Ça c'est classe. En fait, tu peux regarder l'histoire, en fait. Tu vois là que ça change ou pas? Donc en fait, tu peux explorer tous tes états, ici. Vous voyez ou pas? Donc à chaque fois, j'ai tous mes états ici, avec mes hauteurs et tout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un time travel debugger.
Et en fait, ça permet, comme tout, il n'y a qu'un seul état dans l'application, il est à un seul endroit. En fait, on peut, tous ces éléments-là, en fait, on peut les sauvegarder. Et pour débugger, ben, c'est aussi simple que charger l'état et essayer de voir ce qui va se passer au coup d'après. Ouais. C'est au chargement, tu vas avoir tous les styles qui vont être inlinés, ou ouais. tu rajoutes aussi que ça ne fait pas un DOM beaucoup trop gros Alors, j'ai envie de dire, en fait, ça dépend, enfin, c'est JavaScript qui les ajoute. Hein. C'est pas, si tu veux faire du server-side rendering, c'est possible. Dans ce cas-là, bah, tu auras ton HTML et tu n'auras pas besoin de charger de CSS. Quoi. Donc en fait, oui, peut-être que ça sera un peu plus lourd, mais vu qu'il n'y a pas de CSS à charger, en fait, tu as tout dans le même machin. Ah bah non, ah bah non, bah non, justement, c'est l'avantage, c'est que du client-side. Donc la page d'après, tu cliques, et là, en fait, lui, il n'utilise que des fonctions, il va chercher des données et il les affiche. D'accord. Ah bah non, tu reloads la fille. Ta page, elle contient tout ton univers. À nouveau. À chaque page que tu reloads tout ton univers. Ah bah, si tu reloads des pages, oui. C'est-à-dire que si tu fais des CURL, oui. Si tu fais des CURL, oui. Par contre, si tu cliques, en fait, c'est des événements. Donc en fait, tu vois, tes fonctions, elles sont déjà toutes chargées. Toutes les fonctions de Elegant, elles sont chargées, elles donnent n'importe où. Et donc après, ben, c'est juste un changement de page. Donc en fait, ça va chercher des données, si ça a besoin d'aller chercher des données sur le serveur, ça va les chercher, ça les traite avec les fonctions et ça te les affiche. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de réutilisabilité. Ouais. Ouais. Mais après, moi par exemple, à Drivey, moi ce qui m'intéresse, c'est pas forcément que la réutilisabilité du code, mais la réutilisabilité du style. Et demain, moi, j'ai pas envie qu'il y ait un développeur qui commence à inliner du style, donc à composer du style de manière, de manière compulsive. Moi, j'ai envie d'avoir une feuille de style à l'ancienne, sur 390, parce que j'ai envie d'avoir une consistance sur ma feuille de style et j'ai pas envie de rajouter, tu vois, genre des styles à la volée, comme ça, un peu n'importe comment, les composer. Je veux pouvoir pas les mettre, tu vois, les mettre ailleurs. Donc, alors, je te redemande, pourquoi? Pourquoi? Parce que je veux que mon site soit consistant au niveau design, ce genre de choses. Genre, je veux que par exemple mes boutons soient toujours verts avec un arrondi, un radius à 100 C'est une fonction. C'est une fonction. Si tu dis, en fait, tu peux même plus enforce ça. Si tu dis les boutons, vous ne pouvez pas appeler autre chose comme fonction que bouton, et ben les gens ils vont appeler bouton. Et c'est tout. Et ils n'ont même pas de paramètres. Alors que le paramètre du radius, tu n'as même pas le droit de le donner en fait dans la fonction. Tu peux l'interdire ça. Tu peux dire mon bouton. Par exemple là le bouton. Pour te donner un exemple. Hein. Ici dans Elegant, bah là tu vois j'ai un bouton. En fait mon bouton, les seuls paramètres qu'il prend, ce bloc de style, il prend qu'un couple de paramètres. C'est des size units ici, qui sont le padding en hauteur et le padding dans largeur. Voilà. C'est tout. Padding, en fait, c'est padding left qui se recopie à droite et padding au bottom qui se recopie dessus. C'est tout. C'est le seul paramètre que tu peux lui passer. Donc en fait, tu peux vachement plus enforce le fait que les gens fassent pas n'importe quoi avec ça. Vachement plus. Parce que les feuilles de style, tu peux toujours. Alors là, c'est toujours possible que quelqu'un, au bout du coin d'une feuille de style, te rajoute un petit point d'exclamation important. Et voilà. Et là, t'es marrant. Enfin, genre, surtout si derrière. Parce que ça, c'est spécificité. C'est genre. T'as quelqu'un qui va spécifier en mettant un point d'exclamation important. Et la personne qui arrive derrière, elle va dire non, mais moi, dans ce cas-là, il faut que j'enlève le point d'exclamation important. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ok, donc. J'utilise CSS, donc je vais rajouter un point machin, genre un body ou un point pour spécifier encore plus, pour que ça gagne par rapport à... Et là, tu arrives dans les problématiques, justement, la problématique de Nicole Sullivan à Facebook, où elle a dit, c'est plus possible, il faut qu'on invente un nouveau paradigme, il faut qu'on arrête de coupler les trucs. Ouais. Du coup, en React, on a fait l'étude de séparer le front et back, et d'avoir vraiment une application front. Ouais. Et c'est pareil avec elle. Ouais, c'est pareil.
C'est exactement vrai. Je parlais du serveur-side rendering, nous on ne le fait pas par exemple, on ne fait pas de serveur-side rendering. Mais on pourrait, si on voulait tout, si on voulait charger. Mais en React, tu peux le faire aussi. Ok, donc qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de faire du Helm et de faire du Helm? J'aime beaucoup ça. Tu aimes beaucoup là? Ça va faire. Moi, je suis prêt. Eh ben tu peux. C'est un nouveau langage pour refaire des un peu ce qu'on faisait en SAS. En SAS? Bah, c'est moi, je fais des temps. Tu es en train de générer du code. Je génère pas du tout de code. Tu prends du code qui génère du JS et du CSS. Ouais. Voilà. Je fais pareil avec Kofi et CSS. Alors je te mets au défi de me faire une grille, de me faire de responsive en hauteur en SAS. Vas-y. Vas-y. Je te donne un exemple. Moi j'ai des fenêtres. En fait, j'ai envie de gérer sur mes bureaux le fait que la taille de mes images, si jamais j'ai une plus petite fenêtre de navigateur, et ben la photo fait une taille moindre. Chez moi, ça marche en bootstrap, mais en fondation, ça marche. Je m'en occupe pas. Pour être honnête, je ne sais même pas comment ça marche, mais ça marche. Ok. Du temps d'IE5, on peut faire du JS dans le CSS. Comment? Du temps d'IE5, on peut faire du JS dans le CSS. Ça marchait très bien. Enfin. Non, alors attends. Ok. Comment tu fais pour checker que tu n'as pas de bug au niveau de ton front-end? Il y a toujours des petits trucs qui viennent se glisser. Tout le temps. Ne me dis pas le contraire. Depuis toujours, on a toujours eu des merdes en front-end. Tout le temps. Ok. Des merdes de petits padding, tu vois, des petits trucs en fait que en fait, tu es là, tu cliques droit et tu fais ok, vas-y, je vais inspecter ça là, je vais regarder. Et là, tu regardes la stack. Alors maintenant, on en a moins, tu vois, on essaie d'en mettre moins. Tu as toujours le petit cas où tu te dis ok, en fait. Ah mais oui, mais c'est vrai que ça dérive de ça, mais machin. Non, ça arrive jamais, non? Ok, donc ça arrive. Okay. Mais moi, je n'en peux plus que ça arrive. D'accord, que ce soit une force, la blague, c'est que moi je prends des startups avec des juniors, souvent du wagon par exemple. Ouais. Elles Ah mais si, justement, si. Ils ont plus à apprendre CSS, c'est terminé. Ils ont plus à apprendre CSS, ils ont plus à apprendre JavaScript, ils ont plus à apprendre Webpack. Ils n'ont plus à apprendre Bower, ils n'ont plus à apprendre Grunt, ils n'ont plus à apprendre tous ces trucs. Le CSS, c'est du JS. À quoi? À la fin, c'est du JS et du CSS. Non. Faites attention, si vous commencez à kiffer Helm, vous allez finir vers Haskell. Je précise. Mais c'est très cool. Hein. En tout cas, c'est vrai qu'au final, pour un junior, à la fin, quand tu inspectes ton code dans le browser, tu as du JavaScript, du CSS, et donc dans tous les cas, pour un junior, il faut quand même commencer par la base, et ce que tu vas voir dans non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'en fait, d'ici quelques mois, en fait, on va sauter carrément JavaScript puisque ça va être du WebAssembly. Ouais, c'est en 2 ans que tu es grand. Des grands mois. Allez, 1 an. Mais c'est la prochaine étape. Et donc en fait, non, je suis pas d'accord. JavaScript n'est plus obligatoire. Quand tu fais du Helm, moi j'ai jamais été voir le code source généré par Helm. Ça a toujours marché, nickel. Parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas d'exception, tu n'as pas besoin d'inspecter le code puisqu'il n'y a pas d'exception. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je dis il n'y a pas d'exception, c'est jamais vous aurez undefined method of function parce que c'est pas possible par design. Design, ce n'est pas possible, ça compile du code qui s'exécute. Il n'y a pas de nul, il n'y a pas tous ces concepts-là en fait. Il n'y a pas de. Ouais. Ouais. Tu peux arriver au même top, est-ce qu'elle arrive à faire ça? Bah oui, mais sauf que en fait. Attends. Ok. Donc là, en fait, ça c'est les seuls trucs qui s'appliquent ici. Là. Okay. C'est les seuls, en fait. C'est hyper facile de checker ça. Tu vas voir, tu fais, ah oui, alors RGB machin, ah oui, alors 1 pixel solide. C'est facile, quoi.
site internet. C'est ce que je dis que ton truc, si moi j'essaie de développer une site avec la techno, il faut vraiment une stack que ça peut dire. Ben, non, en fait. Par exemple, si tu prends trois éléments, tu leur mets trois pixels. Ouais. Ouais. Tu leur dis, ouais, je veux 2 pixels. Je veux 2 pixels, Je veux 2 pixels dedans. Ouais. Il y en a un qui va retourner à la ville parce qu'il va se planter. Ah non. Exactement. Non, parce qu'en fait, j'ai intégré par défaut Border Motif. C'est la seule propriété qui est par défaut à. C'est une astuce de CSS. Non, mais ce qui est intéressant, c'est beaucoup polémique, mais en fait, ce que tu es en train de dire, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que finalement, ce qu'on prend comme étant des technos finales, CSS, JavaScript, ça devient une abstraction qui sera une fois que les navigateurs seront obligés par implémentation, on ne regarde pas le code assembleur de l'application native, on ne regardera plus le CSS JavaScript. C'est ça, si tu prends JavaScript et CSS comme des building blocks sur lesquels tu peux construire des abstractions vachement plus sympas, franchement. Donc en fait, tu es en train de dire que développeur front-end et web designer, c'est des métiers voués à l'obsolescence. Je sais pas. Plutôt que le CSS, en fait, c'est du bas niveau. CSS, c'est du bas niveau. C'est inutile d'un langage qui sera Et JavaScript, pareil. Et JavaScript, c'est pareil. Avec Opal. Non, mais même JavaScript tout seul. Ah oui, avec Opal, ça fait longtemps, merci. C'est terminé. Je vous embête plus avec ça. Mais quand même, testez ça parce que c'est incroyable. Et pour finir, donc moi j'organise Helm Europe. Ok, donc en fait, Helm Europe, c'est. Il y a le créateur de Helm qui vient à Paris, qui vient à la maison. C'est quand même assez sympa. Voilà, si vous avez envie de vous y mettre, si vous avez envie de ne plus avoir de problème avec votre front-end, vous n'avez plus envie de vous faire chier avec JavaScript et CSS, voilà. Et là, vous pouvez faire des applis sympas en moins de temps. Voilà. Et donc, on va parler de WebGL dans le front-end, on va parler de comment faire des applis natives en Helm, des trucs comme ça. Voilà, voilà. Même de musique, on va parler de musique en front-end. Voilà, voilà. Du coup, servez-vous au buffet si vous voulez aller sur la terrasse et si vous ne pouvez pas, on dirait pas, n'hésitez pas.